Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la roue transpersonnelle ou appelée la roue des animaux. Une deuxième vidéo sur les postures pédagogiques. Un point important en tant qu'éducateur est la roue, elle peut nous permettre de clarifier nos postures. Alors, on va commencer par rappeler un petit peu ce qu'est la roue, même si c'était vu sur la première vidéo. Nous sommes quatre choses à la fois. En tant qu'individu, nous avons un corps physique, matériel, avec lequel nous avons un rapport au monde. Nous avons une tête pour réfléchir, penser, raisonner, un cœur pour ressentir, être dans l'affect et un esprit pour avoir une vision globale, une intuition, un ressenti et une spiritualité. On est tous à la fois. Ça, c'est une roue inspirée des peuples premiers, de la roue de médecine amérindienne et du travail du psychanalyste Carl Gustav Jung sur les typologies. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous regarderez l'autre vidéo pour en savoir plus. Dans la roue de médecine, de façon ludique, on va mettre des animaux pour symboliser chacune de ces dimensions. Hein, le corps qui sera symbolisé par l'ours. Quand il est debout, il ressemble à l'humain. Euh, la tête, la réflexion par le bison avec sa grosse tête. Le cœur, l'affect, les relations par le loup et la dimension meute. Et l'aigle pour le côté spirituel, imaginaire, le fait qu'il soit dans le ciel. Voilà un peu pour les animaux qui vont nous suivre tout au long de la réflexion sur les postures pédagogiques. Alors, euh, quelles sont nos intentions pédagogiques quand on est animateur, éducateur? D'ailleurs, il y a plein de termes, comme je vous montre ici. C'est assez complexe. On peut être éducateur, accompagnateur, guide formateur, professeur, enseignant. Il y a tous ces termes qui veulent dire beaucoup de choses, qui impliquent beaucoup de domaines et qui sont quelquefois flous, quelquefois contradictoires. Donc, je vous propose d'éclairer un petit peu ça en reprenant les quatre dimensions de notre être et leur poser des postures. Donc, en fait, si nous sommes du côté du mental, de la raison, de la logique, de la tête, on aura une posture plutôt d'expert. C'est-à-dire, notre intention, elle est de transmettre des savoirs, des connaissances. On est vers un groupe, et là, c'est la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que je vais leur apprendre? Donc là, on peut avoir une dimension d'enseignant, de professeur, une expertise. Donc c'est à certains moments, c'est identifier qu'on est dans ce rôle d'expert où on transmet des savoirs. À d'autres moments, en bas sur la roue, euh, là j'ai placé animateur. Animateur, étymologiquement, ça veut dire mettre en mouvement. C'est l'animateur qui se pose la question, mais qu'est-ce que je vais faire au groupe? Que ce soit du jeu, que ce soit une mise en dynamique du groupe. L'animateur, je pense à l'animateur de colonie de vacances par exemple, c'est comment je mets en mouvement le groupe, qu'est-ce que je leur fais faire. C'est son intention première. Donc ça va passer par des jeux de groupe, ça va passer par du bricolage, des activités, hein, où on bouge, on fait. Une autre dimension, c'est l'accompagnateur. L'accompagnateur, lui, il est plutôt dans une intention de relationnel, de bien-être du groupe, et il va accompagner les groupes. Il va pas transmettre des savoirs, il va donner les ressources, il va donner les références, euh, et il va être plutôt sur le fait que ça se passe bien, qu'il y ait une bonne entente dans le groupe, que les relations soient claires. Donc voilà, un accompagnateur, il n'est pas à donner de l'information, il n'est pas à mettre en animation, mais il est plutôt à être à côté et accompagner. Une autre dimension, moins utilisée dans nos projets éducatifs en général, c'est la dimension de mentor. Alors mentor au sens, c'est un mot qu'on retrouve chez les Grecs, le mentor, c'était le maître chez les philosophes, hein, celui qui accompagnait, on va dire plutôt dans le développement personnel, on le retrouve aussi dans les termes canadiens aussi, ou même dans le développement personnel français. Le mentor, c'est celui qui accompagne dans une dimension pour aider la personne à grandir avec une vision globale. Donc, on le trouve peu dans l'éducation parce qu'on a plutôt une éducation de groupe et que le mentor se développe plutôt sur un rapport individuel, un rapport à l'individu. Ça n'empêche pas d'avoir une dimension de mentor dans une éducation de groupe.
Donc voilà un petit peu les 4 dimensions, mais on n'est pas que l'un ou que l'autre. On peut passer d'une posture à l'autre. On peut être un moment animateur, on met en mouvement, on fait faire un jeu au groupe. Le temps d'après, on transmet une connaissance, donc là on devient un expert. À d'autres moments, on crée du travail du groupe où on va les accompagner. On va être accompagnateur dans leur projet. Et puis peut-être qu'à d'autres moments, plus individuellement, on va mentorer une personne, c'est-à-dire l'aider à identifier où elle en est personnellement, comment elle peut grandir, comment elle peut aller au-delà de ses capacités. Donc voilà, donc c'est déjà tourner sur ces dimensions et bien prendre conscience de l'emplacement sur lequel on est dans la roue. Est-ce qu'à ce moment, je suis expert? Est-ce qu'à ce moment, je suis animateur, etc. Comme là, moi, aujourd'hui, là, quand je vous parle, je suis à la place de l'expert, c'est-à-dire j'ai une information que je vous transmets. Mais à d'autres moments, avec des groupes, je pourrais être les autres dimensions. Imaginez même qu'on pourrait mettre entre les animaux des entre-postures, c'est-à-dire qu'on peut être à des moments dans une action animateur qui en même temps transmet une information, hein, ou animateur qui va accompagner, voilà. On peut avoir des entre-dimensions, donc ça nous enverrait dans d'autres postures, mais on va rester assez simple pour cet exercice-là. Chaque posture amène à des objectifs différents. On a appris souvent la dimension savoir, savoir-faire, savoir-être. On va voir ça plus en détail. Entre les postures, on pourrait dire qu'il y a des éléments ou des dimensions. Entre la raison et le corps, on a la dimension des objets, des éléments. On verra après la logique de ça. Entre le corps et les sentiments, c'est la dimension du sujet, parce que c'est la dimension subjective d'un côté et objective de l'autre. Et puis, on est dans la matérialité en bas, c'est ce qui se voit, le réel. Et la dimension dessus, c'est la visible. Et on aura entre la raison et l'esprit les systèmes, les idées, les concepts. Et de l'autre côté, les valeurs et l'éthique. On devine en regardant ce qu'il y a de chaque côté, la raison de ces choses. Donc, les objectifs. Si vous prenez le bison dans la raison, lui, je disais, il transmet des savoirs. Et on pourrait dire qu'il y a 2 types de savoirs, en gros. Il y a les savoirs liés aux objets, aux éléments, c'est-à-dire l'ordre, le classement. On va appeler ça un savoir naturaliste. Savoir reconnaître ce qui nous entoure, classifier, hein, découper. Hein. Si on prend un arbre, il y a les racines, il y a le tronc, il y a les feuilles, etc. On a besoin pour comprendre le monde de le découper et de le classifier. Et il y a un autre savoir qui est de compréhension globale des écosystèmes, c'est-à-dire de relier. Une fois, on va plutôt dans ce sens-là, qu'on a découpé le monde, il faut relier. C'est comme si on avait fabriqué les pièces d'un puzzle au début, et qu'après, on crée l'image de ce puzzle. C'est les reliances qui nous intéressent, tout ce qui est systémique. Donc, de savoir pour le bison, il transmet des connaissances naturalistes ou écosystémiques. En général, on a ces 2 dimensions dans la plupart des domaines. Donc ça, c'est le bison. Lui, il a envie de transmettre des savoirs dans ses objectifs. L'ours, lui, en bas, ce qui l'intéresse, c'est de transmettre des savoir-faire. Et toujours pareil, 2 dimensions dans les savoir-faire. Il peut avoir des savoir-faire liés aux objets, aux éléments, c'est-à-dire des compétences techniques, du bricolage, savoir utiliser un couteau pour fabriquer quelque chose, savoir faire une cabane, savoir réaliser toutes sortes d'éléments plus ou moins techniques. Et puis de l'autre, c'est un savoir-faire mais relationnel. Là, on va être relié au sujet. Donc, c'est des aptitudes à la communication, savoir écouter, savoir parler, savoir se relier aux autres. C'est 2 savoir-faire bien différents, mais qu'on met souvent dans le même paquet des savoir-faire. Ça peut éclairer de les séparer. Et puis ensuite, les savoir-être. Et souvent, les savoir-être, on parle des savoir-être avec l'autre. C'est des savoir-être relationnels en général. Là, on est dans les sentiments, c'est le lien. Donc, quand on va vers le sujet, c'est le respect de l'autre, la coopération, l'empathie, ce qu'on appelle les savoirs vivre ensemble, souvent. Et puis, on a une dimension liée aux valeurs, plus près de soi, qui est développer l'humilité, la sincérité, l'enthousiasme. Et là, on apprend la gestion des émotions, donc c'est plutôt le savoir-être qui nous renvoie sur nos capacités pour nous relier ensuite avec les autres. Voilà les 3 savoirs qu'on utilise généralement en éducation.
Mais notre éducation et notre culture, elle est très basée sur la raison, le corps et les sentiments, et on en oublie la dimension esprit spirituelle dans le sens donner un sens au monde, développer l'intuition. Donc là, on pourra parler, on va garder le terme savoir-être pour rester simple, mais c'est avec soi. C'est ce que Carl Gustav Jung appelle l'individuation. C'est aller au-delà de soi et avoir un soi qui grandit pour développer des capacités et des compétences. Donc là, c'est le mentor qui lui est plutôt sur aider l'individu à grandir. Donc on va avoir d'un côté aider à la connaissance de soi, l'ouverture d'esprit, la curiosité, l'esprit critique qui nous rapproche du savoir. Et puis de l'autre, lié aux valeurs, dans l'écoute de soi, la reconnaissance de ses propres valeurs, de bien les identifier. Donc voilà, le bison, ce qui l'intéresse, c'est les savoirs. L'ours, les savoir-faire. Le loup, il est sur les savoir-être. Et l'aigle, sur les savoir-être, mais lié à soi et pas au groupe. Donc on peut avoir des individus qui se bagarrent quelque part parce que l'un va dire ce qui est important pédagogiquement, c'est de transmettre des savoirs. Un autre va dire non, c'est les savoir-faire, etc. Donc voilà un petit peu pour différentes choses, un petit problème technique, mais on va passer. Ensuite, les participants ont des besoins, et différents besoins. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Parce que si on avait des individus tous pareils, ok, eh ben, on pourrait transmettre des choses, identifier nos objectifs, mais là, tous les individus sont différents. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est plutôt bison, on est plutôt ours, on est plutôt aigle ou loup, et ce qui fait qu'on va choisir, on va plutôt préférer telle pédagogie, tel objectif. Donc déjà prendre conscience qu'on n'est pas tous pareils, et que c'est peut-être en étant diversifié qu'on peut apporter quelque chose de plus global. Mais en plus, devant vous, vous avez des enfants, des adultes, tous différents. Donc vous allez les retrouver avec des bisons qui, eux, dans leurs besoins, ils ont besoin de clarification, de se questionner, de comprendre le monde, de l'identifier. Vous allez avoir des ours qui, eux, veulent construire, faire bouger, qui sont dans l'utilisation des cinq sens, être en rapport direct avec le monde. Vous allez avoir des loups, et eux qui sont dans les sentiments, donc c'est le ressenti, c'est vivre des émotions, échanger, partager. Et puis des aigles qui sont plutôt dans l'imaginaire, le rêve, donner du sens, dans le créatif. Donc là se pose la question comment faire avec tous ces individus. Si vous êtes bison, vous êtes, on l'a vu, branché sur les savoirs, et que vous donnez une expertise, vous allez nourrir les bisons. Donc ça se passera bien pour eux. Mais les ours, eux, ils vont commencer à piétiner, attendre d'être dans la dynamique. Les loups vont commencer à discuter entre eux, ils voudront être dans la communication, dans les émotions. Et l'aigle, eh ben, il va partir dans ses rêveries parce que lui, il attendra de nourrir son imaginaire. Donc, le but, c'est de nourrir tous les personnages qui sont en face de vous. Donc, comment on va gérer ces différences? Parce que on n'a pas tous les mêmes personnes, les mêmes enfants en face de nous. Hein, on a une sorte de grande ménagerie où va falloir être en relation un petit peu avec tout le monde, en faisant attention de ne pas nourrir que les ours si on est ours ou les loups si on est loup. On a une tendance à croire que tout le monde est un peu comme nous. Eh bien, on va dire qu'on peut avoir une palette pédagogique assez diversifiée. Et l'idée, c'est de tourner, ou en tout cas de prendre un petit peu toutes les couleurs, c'est-à-dire sur une intervention d'une demi-journée ou d'une journée, voire plus longue, eh bien, on va essayer de toucher un petit peu à tout. Là, je vous donne un exemple de la palette des possibles en lien avec quelle dimension de la roue. Si vous prenez, par exemple, le corps avec l'ours qui est en bas, eh bien, là, si vous faites du sport, vous allez nourrir les ours. Voilà, si vous faites des activités sensorielles, vous allez nourrir les ours un petit peu du côté loup, parce que ça va faire du relationnel, que ce soit avec la nature, avec l'environnement ou avec les autres. L'imaginaire va nourrir plutôt les aigles, va plutôt nourrir les loups, etc. Donc vous voyez, toutes ces dimensions vont nourrir des parties de la personne. Alors la palette, là je vous donne un exemple, mais il y a beaucoup plus de choses comme ça, mais on a des approches. Alors si on les reprend rapidement, le symbolique, c'est tous les rituels de relation,
tout ce qui est petit rituel ou grand rituel. Là, on est dans la symbolique, on est dans l'aigle. C'est très peu utilisé, en tout cas l'esprit, on voit que du côté de l'aigle, il y a peu de couleurs et de palettes parce que notre culture n'est pas trop dans cette dimension, elle est plutôt entre le bison et l'ours, on verra peut-être ça sur une autre vidéo. L'imaginaire, c'est tout ce qui est conte, tout ce qui est créativité, tout ce qui est, on va dire, marionnette, kamishibai, toutes ces activités euh, de, euh, qui amènent à cet imaginaire, aux histoires. L'artistique, alors, est très vaste. Ça va dépendre si l'artistique est plutôt virtuel, euh, euh, on va dire non matériel du côté de l'aigle, ou s'il est plutôt concret du côté de l'ours. Donc l'artistique, c'est très très vaste. Ça peut être la danse, ça peut être le chant. Là, on sera plus près de l'ours. Si c'est la poésie, on sera plus près de l'aigle. Donc voilà, il y a une palette dans l'artistique. Le ludique, alors le ludique, il est très vaste. Pourquoi? Parce que le ludique, on va dire, ferait pratiquement tout le tour de la roue. Mais si vous travaillez, par exemple, vous jouez aux échecs, vous êtes plutôt du côté du bison, vous travaillez l'intellectuel. Si vous jouez un jeu où les enfants se courent après, vous êtes du côté de l'ours. Si c'est très sportif le jeu, mais le jeu peut créer des émotions. Jouer au loup, c'est courir, mais c'est aussi jouer à se faire peur. Donc là, on est du côté du loup. Donc en fonction du jeu, eh ben, on va toucher pas tout à fait les mêmes animaux, quelquefois plusieurs animaux ensemble. Et là, ça peut devenir intéressant. Encore plus sur le jeu, sur les temps de jeu libre. Sur les temps de jeu libre, c'est l'enfant lui-même qui va choisir la dimension qui l'intéresse. Et il va se rééquilibrer. S'il est plutôt loup, et que sa dimension loup n'a pas été assez marquée dans les activités, eh bien dans le temps libre, il va jouer dans la relation, à se relier aux autres, à se créer des émotions pour rééquilibrer son manque, parce que lui il se nourrit d'émotions et ça lui manque. Donc le jeu libre, c'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qui existe en nous naturellement et qui nous permet de rééquilibrer nos manques et nos besoins. Si on passe au sensoriel, l'éveil des sens, le contact au monde, aux choses, donc là ça passe par l'ours, mais ça peut toucher aussi les autres domaines et ça peut s'étaler aux autres. Le sportif, on l'a vu. Le manuel, ben, c'est l'ours, c'est le corps dans l'activité. S'il y a une logique, une règle du jeu ou une maquette avec des consignes, ben, il y aura besoin d'un peu de bison. Et puis après, naturaliste, reconnaître la nature, identifier, c'est avec notre corps, mais notre intellect, où là, la dimension naturaliste, elle est clairement entre l'ours et le bison. Après, on a la dimension scientifique, où on pourra être plus près aussi du conceptuel, du virtuel, donc s'approcher de l'aigle, et le philosophique, euh, beaucoup plus conceptuel. Ce qui n'empêche que le philosophique, on peut le faire avec les tout petits, hein. Mais là, il faut toucher aussi à la dimension imaginaire. Et voilà, en fait, quand vous faites une activité, un acte éducatif, vous faites un tableau et vous utilisez une palette de différentes couleurs. On évite de faire des monochromes pour pouvoir nourrir toute la diversité des publics qui sont devant nous. Pour terminer, alors là, je vous propose de vous mettre rapidement, sans rentrer dans les détails, les 8 intelligences de Howard Gardner, parce qu'on souvent on le voit, ça, c'est pour dire que l'enfant qui est du côté du loup va développer des intelligences de loup, parce que c'est son rapport au monde, il est plutôt loup dans son rapport au monde, ou plutôt ours, comme nous. On a à l'enfance développé un rapport au monde en ayant un animal prioritaire. On va être en premier peut-être bison, en deuxième loup, en troisième, etc. Donc c'est cette intelligence qu'on développe le plus. Donc on voit que les intelligences, elles sont en noir, hein, celles de Howard Gardner. Intelligence écologique, naturaliste, mais on trouve clairement nos objectifs et le côté intellectuel. En bas, c'est des intelligences du corps de l'ours. À droite, des intelligences relationnelles. Alors j'ai mis l'intelligence émotionnelle ou relationnelle que j'ai rajoutée parce qu'on l'utilise en pédagogie, qui peut être l'intégration de l'intelligence du rapport à l'autre et du rapport à soi, qui sont autour. Et puis l'intelligence spirituelle ou existentielle, Gardner en parle, mais comme une demi-intelligence, il n'a pas trop osé l'exprimer. Donc je la replace là. Puis du coup, on a deux vides ici, parce qu'on a dit que l'esprit, c'est une dimension peu développée dans notre culture. On pourrait parler de l'intelligence éthique, dans le lien à nos valeurs, à notre éthique, développer cette conscientisation de nos valeurs. Et de l'autre côté, une intelligence systémique qui s'approche un peu de l'intelligence écologique, c'est-à-dire une intelligence à avoir une vision globale et à faire le lien entre les choses. Donc voilà, ça peut vous aider dans les objectifs, dans les postures, à identifier un petit peu les intelligences qui sont mises en jeu à ces moments-là.
en sachant qu'il n'y a pas une intelligence plus importante que les autres, même si dans notre culture, comme la raison est assez dominante, ben, la logico-mathématique est souvent prioritaire dans les systèmes éducatifs, alors que les autres sont aussi très importantes. Donc, l'importance de la posture, c'est être cohérent entre ses actes et ses valeurs, évidemment. Et je dirais que par la parole, on transmet ce que l'on sait consciemment. Et souvent, on pense que éduquer, c'est parler, comme je fais là. Mais c'est pas que ça, c'est la posture. La posture non verbale même, et surtout non verbale. Et avec la posture non verbale, on transmet ce que l'on est. Et ça, c'est plutôt inconscient. Donc, on a besoin d'être cohérent entre nos actes et nos valeurs pour transmettre cette posture. Donc ça, c'est essentiel. Donc c'est dans l'expérience, c'est dans le lien direct. Et pour cela, ben déjà se clarifier sur la roue, identifier quel animal est notre animal prioritaire dans notre vie habituelle, et de faire attention de ne pas privilégier que cet animal, d'entendre les autres animaux, et avec les groupes qu'on peut avoir, se dire qu'on a une diversité aussi d'enfants, le but est de nourrir toutes ces dimensions-là. Donc voilà, le but d'exercice est de clarifier pour avoir une posture des plus cohérentes, en tout cas en lien avec nos actes. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute. On en a terminé. Si vous voulez en savoir plus, il y a d'autres vidéos sur ces sujets-là. La roue transpersonnelle qui raconte vraiment la roue en elle-même, ce que c'est, qui vous aidera peut-être à vous identifier aussi dans cette roue. Le chemin des 5 pierres, c'est plutôt un chemin sur c'est quoi l'éducation, plutôt à l'environnement, l'éco-psychologie, voilà, où ça aide à s'éclairer là-dessus. Et puis l'ethnopédagogie, le lien aux autres cultures et d'autres vidéos qui viendront plus tard. Voilà, ben je vous remercie et peut-être à une prochaine fois.